Merci Radio 2B de nous rendre l'antenne. À présent, la Radio 101 reprend le contrôle pour cette deuxième partie de journée, toujours axée sur les territoires. Et pour commencer, nous recevons Charlie Jolivet, que je vais laisser Flavie, notre chère journaliste, présenter. Bonjour à tous, je suis Flavie, élève de première au lycée de Dembéni, et je suis au micro de Radio 101. Nous avons choisi comme sujet d'entretien Mayotte dans l'océan Indien, une longue histoire. Nous sommes en compagnie de Charlie Jolivet, qui est le directeur des archives de Mayotte. En 2016, vous avez soutenu une thèse intitulée Archives archivistiques et logique d'usage dans le territoire issu de la colonie de Madagascar de 1946 à nos jours. Votre parcours professionnel vous a conduit au Centrafrique à Mayotte et au service interministériel des archives de France. Cette mission a été pour vous l'occasion d'un retour en Éthiopie, 10 ans après votre stage en master effectué en Alliance études françaises à Divis Adéo. Vous avez enseigné à l'université d'Angers durant 4 années, puis vous avez intégré les archives nationales qui vous a conduit à ce poste aujourd'hui. Nous vous avons invité parce que nous voudrions que vous nous appreniez mieux à comprendre la longue histoire de Mayotte, qui est une histoire complexe évoluant au gré des enjeux politiques. Comme nous ne disposons que de peu de temps, nous allons tout de suite passer à une première série de questions. Les archives départementales ont-elles des projets? Avez-vous des collaborations avec le musée? Alors, bonjour Flavie, bonjour Benveni, Mayotte, la France. Je peux commencer par cette question si vous voulez. Peut-être dire un mot avant des archives départementales, avant de parler de collaboration. Donc les archives départementales, c'est une administration, c'est une institution qui s'occupe de patrimoine à Mayotte. Il y en a dans tous les départements, il y en a à Mayotte comme ailleurs. On est un service d'une vingtaine de personnes qui s'occupent de préserver le patrimoine écrit sous forme d'archives. De l'île, on a des documents qui remontent au 19e siècle pour les archives, et des documents très contemporains de 2022. Tout ça, à terme, constitue un patrimoine de Mayotte, un patrimoine qui sert notamment, qui pourra servir pour faire l'histoire de Mayotte. Quelles sont les missions des archives départementales? Comment travaillent-elles avec les établissements scolaires? Alors, les archives départementales, elles ont des missions multiples. Il y a quelque chose de très administratif, je n'y étends pas forcément. Enfin, c'est nous qui contrôlons, si vous voulez, qui autorisons les producteurs d'archives à détruire ou à conserver leurs documents. Bon, voilà, j'en dis pas plus. Simplement, pour ce qu'on décide de conserver, sa vocation à terme, au bout de quelques années, à arriver aux archives départementales pour une partie des producteurs, c'est-à-dire les services du conseil départemental, les services de l'État notamment. D'autres ont vocation à aller en commune, l'archive municipale. Donc cette vocation de collecte, cette vocation de conservation, on est à Mayotte, le patrimoine, le papier a du mal à se conserver, donc on met les moyens pour que les papiers traversent les siècles. C'est déjà suffisamment ambitieux. Et quand on y arrive, on a une mission de valorisation. On fait connaître ce patrimoine, on incite les chercheurs, les étudiants à venir voir, les collégiens, les lycéens qui tiennent à cœur l'enseignement, ou nous qui venons dans les établissements scolaires avec un de nos animateurs. Pourriez-vous nous dire en quelques dates l'histoire de Mayotte, qui est une histoire complexe et toujours sensible sur le plan politique? Alors quelques dates, ça va être compliqué, mais effectivement, puisque je ne reste pas seulement à des Mahorais, l'histoire de Mayotte, c'est une histoire qui n'est pas simplement celle de l'île de Mayotte, de l'archipel de Mayotte, c'est une histoire qui s'inscrit dans la région le sud-ouest de l'océan Indien, Comores, Madagascar, l'est de l'Afrique, etc. On peut, si je parle des premiers habitants de Mayotte, de nos connaissances actuelles du moins, on estime que l'île de Mayotte est peuplée depuis à peu près le 8e siècle, depuis l'an 700 et quelques. Une population qui nous provient de loin, nous provient d'une part d'Austronésiens. Les Austronésiens, c'est des populations qui viennent du sud-est asiatique, donc des gens qui ont migré de très loin en bateau. Ils ont d'abord colonisé Madagascar avant de venir à Mayotte. Enfin, ils sont d'abord implantés à Madagascar avant de venir à Mayotte, donc colonisés inapproprié. D'autre part, une population bantoue qui nous vient à l'origine du Cameroun, donc de l'ouest de l'Afrique, puis qui ont migré vers l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest, enfin l'Afrique de l'Est, avant de venir jusqu'aux Comores, jusqu'à Mayotte, à peu près à la même période.
Donc vous l'avez compris, Mayotte c'est un mélange en fait de différentes origines de population. Ce mélange a continué, j'étais simplement au 8e siècle. Si je vais un petit peu plus loin, on a une époque particulièrement faste pour Mayotte, qui est la civilisation d'Mbéni. On est entre le 9e et le 12e siècle. La civilisation d'Mbéni, elle est connue pour son commerce. En fait, Mayotte, à ce moment-là, était une plaque commerciale tournante dans l'océan Indien, ce qui est peu connu. Donc par la suite, vers le XIIIe siècle, c'est la période des chefs de village, on les appelle les familles. De nouveau, la population est en croissance. C'est une période qui se distingue par l'usage de la pierre, notamment dans les constructions. C'est le début de l'arrivée de l'islam aussi à Mayotte. J'avance dans le temps, 14e, 16e siècle, une autre population arrive à Mayotte, la population qui est peut-être souvent évoquée, du moins dans les traditions populaires, dans les contes, dans les légendes, ce sont les Shiraziens. Les Shiraziens, ce sont des gens qui viennent de l'actuel Oman, de cette péninsule arabique. Ces personnes, ces Shiraziens, ont bien sûr ramené la religion musulmane de nouveau avec eux et l'ont implantée définitivement, j'ai envie de dire, à Mayotte. Aux Shiraziens a succédé une période des sultans des différentes îles des Comores, dont Mayotte faisait partie. Donc une période toujours pendant laquelle l'islam s'est propagé, une période de guerre, une période pendant laquelle la population a largement baissé à Mayotte, puisqu'au XIXe siècle, l'île a été frappée par des razzias de population. Autrement dit, on est venu voler la population, enfin c'est pas nous, mais bref, on est venu enlever la population pour la réduire à l'esclavage, pour la vendre. L'esclavage est lié avec l'histoire de Mayotte, est lié avec l'histoire de la région. L'esclavage s'est arrêté avec l'arrivée des Français. L'arrivée des Français, c'est 1841. En fait, c'est vraiment 1843 avec la signature du traité de cession de Mayotte par la France. Et de là, Mayotte est devenue française progressivement. Puis les îles d'à côté de Mayotte, les îles des Comores, sont devenues françaises à la fin du XIXe siècle. Et puis je pourrais continuer encore longtemps si vous le souhaitez. Je continue. On est à Mayotte française, on est au XIXe siècle. Le XIXe siècle, j'ai dit, c'était l'arrivée des Français, c'était l'abolition de l'esclavage. La région, depuis le Moyen-Âge, pour qu'on puisse parler de Moyen-Âge pour l'océan Indien, pour Mayotte, jusqu'à l'époque moderne, était marquée par une traite, en fait, une traite d'esclavage, de la vente d'esclaves. Les gens de Mayotte et de l'archipel des Comores étaient réduits à l'esclavage, les gens de Mayotte et de l'archipel des Comores faisaient partie aussi d'un trafic esclavagiste. Donc, voilà. La population a été esclavisée, a été relais de cet esclavage. Les Français y ont mis fin. Néanmoins, une autre période a succédé avec l'arrivée des Français. Les Français ont voulu faire de l'île une île profitable d'un point de vue économique. Ils y ont fait venir des colons. Ils ont donné des propriétés, des domaines, des importants domaines à ces colons. Il faut juste savoir que je disais que l'île avait été radiée, la population avait été très fortement réduite. On estime à l'arrivée des Français à peu près 3000, un petit peu plus, habitants à Mayotte, dont une moitié d'esclaves. Il y a finalement très peu d'habitants à l'arrivée des Français. La plupart des villages étaient abandonnés ou détruits. La population se concentrait uniquement, principalement, sur la petite terre. Il y a deux îles à Mayotte principale, la petite terre donc, autour de Dzaoudzi. Et en fait, à la petite terre, la population était surtout à Dzaoudzi, donc un tout petit îlot. Et à Mamoudzou, l'actuel chef-lieu de Mayotte, était sur la toute petite presqu'île de Choa, la pointe Maabou actuelle. Donc, vous voyez, on est sur deux refuges où se concentrait la quasi-totalité de la population à Mayotte. Autrement dit, l'île était relativement vierge à cette époque-là et les colons ont pu installer leur domaine. Pour installer leur domaine, alors qu'il n'y avait plus d'habitants, ils ont fait appel à de la main-d'œuvre, cette fois-ci plus des esclaves, des travailleurs engagés qui ont un statut guère plus enviable que les esclaves, si ce n'est qu'ils avaient un contrat. Ces travailleurs engagés, ils ont servi à faire tourner l'île, à faire tourner notamment les industries. Les industries au XIXe siècle, c'était le sucre. Le sucre est très lié, l'extension du sucre est très liée à la colonisation, notamment à Mayotte, mais comme dans le reste du monde. Les usines à sucre s'étant implantées tardivement à Mayotte, les usines à sucre de Mayotte étaient relativement modernes. Simplement, elles n'ont fonctionné que pendant peu de temps, puisqu'au début du XXe siècle, cette industrie sucrière, elle a périclité. Donc voilà ce que je peux dire sur cette période de l'histoire.
Après, il y a eu des conflits mondiaux, la Première, la Seconde Guerre mondiale. Mayotte a été concernée au même titre que le reste de l'Empire colonial. Des Mahorais, des gens de l'archipel des Comores, notamment des Mahorais, sont partis faire la guerre sur différents fronts. La Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale de la même manière. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'île est tombée sous la coupe de Vichy, l'île de Mayotte est tombée sous la coupe de Vichy. Les Anglais sont venus livrer l'île de Mayotte en quelque sorte en 1942, tout comme ils sont venus à Madagascar. Puis par la suite, la France a repris possession de l'île à l'armistice. D'accord, merci pour cet échange super enrichissant, M. Jolivet. On se retrouve après une courte page musicale. On va écouter Irima de Mickey Dash. Et après les papiers, il n'y a pas des traces qui prouvent que ces habitants-là étaient vraiment sur Mayotte. Alors les papiers ne prouvent pas tout malheureusement. Les papiers prouvent, pour ce qui est des archives, les archives sont produites à l'époque même des faits. Là, je vous ai parlé de faits bien antérieurs à l'arrivée des Français, et avant les Français, il y avait peu d'archives finalement. Donc les témoignages sont sous d'autres formes. Ils sont sous la forme de chroniques. Les gens ont relaté ce qui s'était passé à Mayotte. Ils sont sous la forme de légendes, de successions de généalogies qui se transmettent par la forme orale. Ils sont sous la forme des contes qui se racontent. Mais surtout, ces traces, je vous ai parlé du 8e siècle, ces traces sont avant tout archéologiques. C'est l'archéologie qui, pour une bonne part, renseigne sur l'histoire, sur les populations, sur les pratiques qui avaient lieu à Mayotte, entre le 8e siècle surtout et on va dire le 9e siècle. Vraiment, il y a très peu de documents écrits. D'accord. Et pour revenir à cette question, comment les établissements travaillaient-ils, comment les archives travaillaient-elles avec les établissements scolaires? Alors, aux archives départementales, je vous ai dit, on a une mission de valorisation. Cette mission-là, ça consiste déjà par des accueils. On accueille les classes aux archives départementales, on aime bien faire visiter nos locaux pour parler des archives. Finalement, qu'est-ce que c'est qu'un service d'archives départementales? Qu'est-ce que c'est que des archives? Je vous l'ai même pas dit d'ailleurs. Et qu'est-ce qu'on y trouve aux archives départementales? Donc voilà, autant de choses qui sont importantes. Il y a associé la jeunesse, d'une part, et le monde scolaire notamment. On mène du travail également sous d'autres formes. On produit un certain nombre de publications, d'expositions. Nos expositions, elles se promènent dans les établissements scolaires, notamment dans vos CDI. Vous avez sûrement vu ici à Tsararano, je suppose, au CDI. Voilà, on a une quinzaine d'expositions qui sont itinérantes. C'est leur vocation première, justement pour toucher les scolaires, puisque les scolaires sont notre, de très très loin, c'est le premier public aux archives départementales de Mayotte. Et puis bien d'autres choses, après on accueille des jeunes chercheurs, par exemple, à l'université, ou vous conseiller si vous avez des questions. Pouvez-vous nous parler des chatouilleuses? Pourquoi les chatouilleuses? À quel moment a-t-elle intervenu et quel est le but de leur famille? Alors ces chatouilleuses, c'est quelque chose de très particulier, de très spécifique à Mayotte. Je m'étais resté à la Seconde Guerre mondiale. Effectivement, les chatouilleuses interviennent un peu après. Les chatouilleuses, c'est la fin de la période coloniale. Elles sont liées à un mouvement qui est le mouvement départementaliste mahorais qui apparaît à la fin des années 50, mais qui est surtout présent dans les années 60 et 70. Ce mouvement départementaliste, c'est quelque chose de particulier. Je vous ai dit que Mayotte était la première île colonisée par la France dans l'archipel des Comores. Puisque c'était la première île colonisée par la France, le chef-lieu, la capitale de l'archipel des Comores, il était à Mayotte, il était à Dzaoudzi, sur ce tout petit îlot de Dzaoudzi. Et avec cette capitale, il y avait un certain nombre de fonctionnaires, un certain nombre d'activités, un certain nombre de richesses, du commerce, etc. Dans les années, début des années 60, il est décidé, d'un point de vue politique, de transférer cette capitale de Dzaoudzi vers Moroni. Donc Moroni, c'est la grande ville de Grande Comore. Et en fait, ce transfert de la capitale, ça a cristallisé la colère, le désarroi finalement d'une partie de la population de Mayotte, et ça a mis en avant un peu plus que la population de Mayotte étant minoritaire dans l'archipel des Comores, elle commençait à être moins écoutée, de moins en moins écoutée, jusqu'à être finalement très peu écoutée. Très peu écoutée. Voilà. Les dirigeants politiques de Mayotte se sont rebellés, alors démocratiquement, contre cet état de fait, et les femmes ont joué un rôle très important dans ce mouvement
d'abord politique, mais en fait qui est un mouvement populaire dès l'origine. Les femmes, ces chatouilleuses, on en a retenu quelques noms emblématiques: Zénab Déré, Zaki Hamadi, Zaina Mérès, Bonim Titi ou Coco Djumol. Il y en avait bien d'autres. Il y avait des femmes, il y avait aussi des hommes avec les femmes. Les hommes, en fait, étaient les représentants politiques. Les femmes avaient un rôle tout aussi important, si ce n'est plus important, finalement, dans ce mouvement. Et les chatouilleuses, on leur a donné ce sobriquet de chatouilleuses, puisqu'elles avaient des modalités d'action pacifiques tout à fait particulières, assez innovantes. Bon, déjà, les manifestations de différentes formes, mais les chatouilles. Les chatouilles, les blocages, les chatouilles comme mode d'humiliation de la classe politique, notamment les dirigeants comoriens. C'est par ce biais-là que pour faire simple, le président des Comores de l'époque, c'est pas son titre, mais on va faire simple, Saïd Mohamed Cheikh, qui a l'autorité sur Mayotte, il est venu en fait le 2 août 1966 à Mayotte et il a été chassé de manière assez humiliante pour lui, notamment par les femmes, ces fameuses chatouilleuses. Et dès l'année suivante, ces fameuses chatouilleuses ont de nouveau fait parler d'elles. En fait, c'était voilà, deux dates qui sont clés. En février 67, c'est l'occupation, donc les femmes occupent le siège de l'ORTF. L'ORTF, c'est la radio des Comores, qui avait son siège à Dzaoudi. Donc elles ont perturbé la programmation. Voilà. Ces chatouilleuses, finalement, ce sont les voix de Mayotte, les voix féminines de Mayotte. Les femmes ont une place très importante dans la société de Mayotte, y compris dans les revendications politiques, quand même ce ne sont pas elles qui étaient élues à cette période-là. Et ces femmes, par leur chatouille, par leur jet de pierre sur les toits en tôle, par leur blocage, ont contribué très largement à faire en sorte que Mayotte soit toujours française, alors même, quand bien même le reste de l'archipel des Comores a voulu quitter le giron de la France, a voulu prendre son indépendance. Le fait que Mayotte, en 75, c'est l'indépendance des Comores, Mayotte se distingue du reste des Comores en restant française, et ça vient de ce mouvement départementaliste qui était en grande partie finalement issu de ces femmes et porté par ces femmes, y compris à la Libération. Se sont-elles arrêtées à quelle période? Elles se sont arrêtées à quelle période? Elles ne se sont jamais vraiment arrêtées. On ne parle plus de chatouilleuses actuellement dans la vie politique, mais en fait elles ont des héritières. Il y a quelques, bon, je ne vais pas en citer ici, c'est pas l'objectif, mais avec la parité, l'objectif de parité dans la vie politique locale, donc un homme et une femme élus, et plus seulement 90% d'hommes, voire plus, comme c'était le préalable. À l'Assemblée départementale, donc au Conseil départemental actuellement, il y a autant de femmes que d'hommes élus, et parmi ces femmes, il y en a qui ont des rôles très importants. Ce sont des héritières des chatouilleuses, comme certaines femmes ont pu être mères par le passé, on a pu actuellement. Voilà, ce sont autant d'héritières des chatouilleuses que... Et les chatouilleuses sont aussi présentes sous d'autres formes, notamment dans la sphère comment dire, économique. Un mouvement de femmes leaders, notamment à Mayotte. Ce sont aussi une forme d'héritage de cette revendication politique des années 60-70. D'accord, et tout à l'heure, pour rebondir par rapport à ce que vous disiez, vous parliez de traces archéologiques. Est-ce qu'on pourrait en savoir un peu plus par rapport à ces traces, justement? Je ne suis pas vraiment la bonne personne pour en parler, néanmoins. Mais là, tout dernièrement, par exemple, vous voyez, à Mayotte, vous savez puisque vous habitez ici, à Mayotte, on construit beaucoup. On construit tellement qu'on doit construire de nouveaux collèges, de nouveaux lycées, de nouvelles écoles, de nouveaux hôpitaux. Eh bien, en construisant ces nouveaux établissements scolaires, notamment, je crois, un lycée actuellement dans le nord de Mayotte, on a été contraint, c'est une obligation en France, de faire des fouilles archéologiques préventives. Et en fait, sous un lycée qui va être construit dans le nord de Mayotte, était présent un site finalement d'héritage sucrier, une industrie sucrière, qui a été fouillée ces derniers mois. Allô, Jolie. Merci pour cette réponse. Notre journaliste, vous avez une question à poser, je pense. Oui, rapidement, est-ce que les archives travaillent-ils en lien avec d'autres pays, par exemple la Réunion, la Guyane ou la Réunion? Alors, les archives travaillent avec la Réunion, mais c'est le même pays. On travaille effectivement avec d'autres territoires. On a des liens, je vous l'ai dit, hein, l'histoire de Mayotte, c'est l'histoire de Mayotte et de sa région. Donc, beaucoup d'éléments sur l'histoire de Mayotte va se retrouver, on va trouver des choses à la Réunion évidemment, puisque la Réunion était française avant Mayotte.
On va trouver des choses à Madagascar, puisque alors, je n'en ai pas du tout parlé, mais la colonie de Mayotte et dépendance a été elle-même rattachée à la colonie de Madagascar et dépendance. Parmi les dépendances, il y avait Mayotte et le reste des Comores. Autrement dit, une partie de l'administration de Mayotte avait lieu depuis Madagascar. Tout comme une partie de l'administration de Mayotte avait lieu depuis la métropole de très très loin. Donc on va trouver des choses sur Mayotte, dans ces différentes zones. Et pour répondre parfaitement à votre question, on a peu de coopération, nous, internationale, on en a eu par le passé. Il y a des projets, par exemple, autour de la mémoire de l'esclavage qui se font effectivement à l'échelle du canal du Mozambique, y compris avec l'Afrique de l'Est. Ce n'est pas les archives qui sont les plus impliquées dedans. Par le passé, on a eu des projets avec l'Union des Comores, notamment, pour faire une reconstitution d'archives communes, Mayotte et les Comores. Il y a des envies de faire la même chose avec Madagascar, mais ça ne s'est pas encore concrétisé. Peut-être des projets, et si vous avez envie d'y contribuer, pourquoi pas. Merci pour cet échange, M. Jolivet. Avez-vous un mot à dire pour terminer, justement? Eh bien, mon mot, il sera tourné vers vous. Je vous félicite pour cette magnifique initiative de tenir une radio scolaire, qui plus est en duplex avec un autre établissement en France. Donc, bravo Flavie, bravo à tout le monde, et longue vie à la Radio 100. Merci, on espère que ça va continuer comme ça. Je rappelle que pour nos auditeurs qui viennent d'arriver, nous sommes la radio 101, nous diffusons sur la fréquence 102 FM à Mayotte, mais ici aussi en métropole depuis le lycée Rémi Bello. On se retrouve après juste une petite page musicale. Nous allons écouter une musique de Louane, Donne-moi ton cœur.